Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e édition de Ta Vue, le magazine des étudiants de l'Université catholique de Lille. Au programme, nous retrouvons un sujet sur la COP 21. Nous entrerons également dans l'univers du jeu vidéo Dofus, mais tout de suite, revenons sur la simulation des assemblées générales de l'ONU à laquelle se sont prêtés des étudiants. Pour la 7e fois, s'est déroulé à la Cato un exercice de simulation des assemblées générales de l'ONU avec des étudiants. Un reportage d'Anastasia Laguera et Charlotte Dumont. Nous sommes devant l'amphithéâtre de Chardin où se déroule la 7e édition de Simul ONU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de Simul ONU ? Le but, c'est de permettre à des étudiants de se sensibiliser au fonctionnement de l'ONU, d'incarner un État dans un thème de négociation qui est choisi dans une problématique d'actualité. Nous, on a choisi le changement climatique justement parce qu'à Paris, il y a en ce moment la COP 21. Donc les étudiants approchent le fonctionnement des Nations Unies, incarnent un État, défendent les intérêts de cet État dans une négociation internationale. Donc c'est apprendre à devenir un citoyen mondial. Ici auront lieu les discours qui précéderont la phase de négociation pour aboutir à un projet de résolution commun. 47 délégations seront présentes. Tour à tour, un membre de chaque délégation prendra la parole pour présenter son projet. Face à ces délégations, un jury composé d'étudiants, d'enseignants de l'Université catholique de Lille, mais aussi du lycée La Salle. Alors, quel a été votre rôle aujourd'hui exactement ? Alors aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée générale, c'est-à-dire que je vais animer et gérer la logistique en fait, les discours. Une délégation dispose de 3 minutes pour leur discours et le but c'est d'exposer un projet, comme vous l'avez dit, mais aussi d'apporter une solution, de dire oui j'ai eu des torts mais nous apportons en fait ces solutions. Après ce qu'on a pu voir en fait pendant l'assemblée, ils s'échangent des petits papiers. Donc là ils commencent à former des alliances, des groupes en fait de réflexion et même pourquoi pas déjà trouver des solutions. Par exemple les grandes puissances ou type les BRICS vont presque naturellement, spontanément se réunir, se regrouper. Alors que les petits pays, enfin les pays en voie de développement vont se regrouper et essayer de trouver peut-être une solution qui leur correspondrait mieux à l'échelle locale. Intellectuellement parlant, c'est très stimulant, ça fait travailler la culture générale, ça permet d'avoir plus d'assurance parce que c'est pas forcément facile de s'exprimer face à un public et même sur un curriculum vitae, c'est valorisé. Je veux dire, je ne suis pas seulement étudiante en droit, mais je suis ouverte à d'autres horizons. Nous revendiquons en tant que pays sous-développé un droit au développement concernant notre nation. C'est pourquoi le Libéria invite les États membres à s'imposer des quotas. Le Kenya a notamment de gros progrès à faire en termes de gestion des déchets, de traitement des eaux polluées, d'avancées technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec nous Gaël, membre de la délégation malgache et étudiant en DCG à La Salle. Quelles sont les solutions que vous avez apportées aujourd'hui pour Madagascar ? Nous sommes un État insulaire et les risques climatiques sont nombreux dans notre pays. Et donc nous attendons des solutions, surtout des pays riches comme la France, les États-Unis ou la Chine. Et qu'est-ce que ça vous a apporté cet exercice ? On est proche de l'actualité puisqu'en ce moment il y a le COP 21 qui se passe à Paris. Et ça nous permet de nous renseigner sur tous les pays du monde et surtout sur des enjeux climatiques qui nous concernent puisque c'est notre futur et c'est notre planète. Au second semestre aura de nouveau lieu un Simul ONU. Cette fois, la thématique abordée sera le droit des femmes, une manière de sensibiliser les jeunes à toutes les problématiques. Charlotte Dumont nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour Azaria. Donc Charlotte, pouvez-vous nous dire quelle délégation est arrivée en première position et sur quoi s'est concrètement basé le jury ? Alors c'est le Brésil qui est arrivé en première position, suivi de l'Islande et du Sénégal. Et justement pour déterminer le gagnant, il se base surtout sur le comportement des étudiants tout au long de la journée, sur leur discours, sur leur bonne connaissance du pays et aussi sur les arguments donnés en fait. D'accord. Et quels étaient les prix ? Alors, ils ont tous reçu un certificat signé par l'ONU, par le recteur de l'université et par le directeur du lycée La Salle. Et il y avait aussi d'autres lots comme des clés USB, des places de cinéma et des livres. D'accord, merci Charlotte. Dans le même thème, une association de L3 en éco-gestion a organisé le 24 novembre sa première manifestation sur les gestes écolos du quotidien. Un reportage de Clémence Rollin et Mathilde Guillot.
Mardi 24 novembre, l'association Éco-Geste, créée par des étudiants en L3 gestion de l'Université catholique de Lille, menait sa première action de sensibilisation. Et on voulait surtout en fait apporter le développement durable, mais d'une façon ludique en fait aux étudiants, parce que c'est pas souvent vu comme quelque chose de très fun. Comment ces intervenants ont fait de cette soirée un moment ludique? On s'est mis en lien avec l'IDDR, donc l'Institut de développement durable de l'Université catholique. Et à partir de là, en fait, ils nous ont donné peut-être l'idée de faire ça comme ça. Et avec Sophie Free, elle avait parlé justement de faire un café discussion et de proposer de faire des ateliers table par table pour amener cette façon ludique de travailler sur le tri des déchets et que l'étudiant ne se sente pas dans un cours théorique, mais plutôt acteur lui-même en fait de la chose. Et je pense que c'est ce que beaucoup cherchent aujourd'hui, c'est d'être acteur du changement. Et ils ont pris conscience que ça a quand même un gros impact et que même à notre échelle, on peut agir sur des petites choses du quotidien. Et c'est ce qu'on a cherché en fait réellement. Donc on a une première partie de l'intervention qui a constitué à poser les bases sur du vrai-faux, sur la consommation des déchets en France. Et une deuxième partie qui a consisté à la mise en place d'un World Café. Donc le World Café, c'est un échange sur une thématique en intelligence collective où les idées des uns peuvent alimenter les idées des autres et à la fin ressortir un certain nombre d'informations sur un sujet. Donc là, on a mis les étudiants en situation soit de quels sont les déchets gérés dans une colocation. À un deuxième niveau, quels sont les déchets gérés dans un food truck et quels sont les déchets gérés sur la Cato. Et l'idée du World Café, c'est que chacun puisse proposer des solutions dans la gestion de ces déchets, dans ces différentes thématiques. Malgré le grand nombre de solutions proposées durant cette soirée, la jeune association sait que dans la pratique, il faudra du temps, et en particulier au sein de l'Université catholique de Lille. Nous, en tant qu'association, et cette année, je pense qu'on n'aura pas la chance de voir ce changement opérer. Si on s'y met réellement, on peut amener des solutions. Après, eux, ils sont très enclins au changement, mais après, c'est tout un système qui doit être mis en place, c'est une étude qui doit être mise en place, c'est tout un accord qui doit être accepté au niveau de la Cato. Il y a des changements qui se font, mais comme partout, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain parce que c'est un certain coût, un certain investissement. Éco-Geste est déjà en partenariat avec la SNCF dans le cadre d'un projet écologique mené dans les gares de Lille. Elle prévoit aussi une journée bien-être à l'université. Bonjour Clémence. Bonjour Azaria. En quoi consistait cette manifestation ? Alors c'était un World Café en fait, c'est un lieu d'échange. Alors d'abord en première partie, comme l'a expliqué Sophie Fries, ils ont un petit peu fait un questionnaire, combien de kilogrammes de déchets consomme-t-on par an, les logos à reconnaître. Et après ils se sont mis en groupe et ont proposé des solutions. Alors il y avait 3 thématiques, d'abord comment réduire ses déchets quand on est en colocation, puis dans un food truck, puis au niveau de l'Université catholique. Justement, en parlant de l'Université catholique, qu'est-ce qui est source de gaspillage à la Cato et quels gestes écologiques ont-ils alors proposé pour la Cato ? Ils ont beaucoup parlé du restaurant universitaire, du gaspillage alimentaire, du fait que peut-être on pourrait s'inscrire un petit peu à l'avance pour aller manger aux rues de manière à prévoir à chaque fois combien de nourriture on va prévoir. Et aussi les fontaines, les sodas, mettre des fontaines à soda au lieu de mettre des canettes. Les mégots aussi, faire des cendriers avec des joueurs de foot pour que ce soit un petit peu ludique, pour que les gens soient incités à mettre leurs mégots dans des cendriers, ou encore les brouillons pendant les partiels par exemple qui sont jetés dès qu'ils sont pliés. Et c'est un petit peu du gaspillage. Voilà. D'accord, merci Clémence. Dans le cadre de la semaine pour les réfugiés, la faculté de droit s'est mobilisée en mettant à l'honneur les migrants de Calais. Laurie Ouchou s'est rendue sur place. Calais, une ville au bord de la Manche, où des milliers de réfugiés s'entassent dans des tentes et des habitations de fortune. Ils viennent du monde entier, d'Afghanistan, de Syrie, d'Érythrée et aussi du Soudan, pour fuir les guerres qui déciment leur pays. Beaucoup restent là, en attendant de pouvoir passer en Angleterre. Sans succès, comme Azouz, ce Coétien qui vit dans cette tente depuis maintenant 3 mois. You live there alone? Yeah.
C'est pour dénoncer cette situation de précarité que la faculté libre de droit s'est mobilisée du 30 novembre au 4 décembre pour la semaine pour les réfugiés. Le Bureau des Arts a alors présenté dans le hall de la faculté de droit de l'Université catholique l'exposition photo Calais aux portes de l'Angleterre. Alors en fait, dans le cadre de toutes les associations de la faculté de droit, ils ont décidé de mettre en place une semaine pour les réfugiés, pour qu'on y pense en fait. Donc c'est toutes les associations qui se sont mobilisées pour faire ça. Il y a plusieurs projets qui ont été mis en place, comme une course solidaire par le bureau des sports ou ce genre de choses. Et donc nous, on a décidé de faire une expo sur ce thème pour présenter un peu la vie quotidienne des migrants. Le but, c'est de mobiliser un peu les étudiants sur une question qui nous touche pas forcément de près, qu'on se rende compte que tout ça c'est en France et qu'on ne sait pas forcément. Et puis comme ça permet aussi de mettre un peu le ton sur l'ensemble de la semaine, par le visuel aussi, dans le hall qu'on fréquente beaucoup. Les 3 photographes Louis Roussel, Paul Sillon et Tchamsedine Bouzgaya sont allés à la rencontre des réfugiés pour les immortaliser dans la jungle. On a voulu voir de nos yeux et témoigner un peu du quotidien des réfugiés. On n'a même pas besoin d'aller les chercher, on n'a même pas besoin d'aller les voir. Dès qu'ils nous voient avec un objectif, une caméra, ils viennent tout de suite à nous pour nous raconter leur périple, pour nous raconter leur histoire, voilà, c'était faire preuve de leur humanité. Et c'est vrai qu'on respire pas beaucoup, on est un petit peu confiné là. On la côtoie de près, on est avec nos appareils photo, on voit bien, enfin les habitants de la jungle voient bien qu'on n'est pas des habitants du camp. Puis d'un coup, le camp s'ouvre un petit peu plus, on peut dire. On voit un peu plus, on peut grimper dans les dunes. On découvre le camp, on voit qu'il est structuré par quartier. Ils nous parlent de leurs différentes rencontres et de leurs impressions. On est plutôt bien accueillis en fait. C'est vrai qu'au début, quand on débarque comme ça avec nos appareils, d'autant plus qu'il pleuvait énormément, donc on était tous avec des capuches, on faisait un petit peu tâche dans le paysage. Mais voilà, quand on marchait, il y en avait qui nous parlaient, qui nous disaient voilà nos conditions de vie, regardez dans quoi on vit. En France, on nous avait dit que la France était le pays des droits de l'homme, c'est pas du tout ce qu'on voit, et il y en a même qui disaient qu'ils avaient été mieux traités que ce soit en Allemagne ou sous le régime de Saddam Hussein. On a rarement vu autant de personnes aussi affaiblies physiquement. Il y en a beaucoup qui boitent, des blessures multiples qu'on peut imaginer quand on vit dans ce genre de situation. Cette semaine des réfugiés et cette exposition aura permis de poser la solidarité sur papier glacé. Laurie nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Laurie. Bonjour. Laurie, pouvez-vous nous dire combien de migrants vivent actuellement dans la jungle? Alors officiellement ils sont 4500, mais on pense qu'ils sont au moins 5000 quoi. Ah oui, ça fait un grand ça nombre fait quand même. Oui. Et apparemment c'est une ville dans la ville, vous pouvez expliquer un peu? Alors en fait oui, c'est carrément, on dirait qu'il y a une espèce de microéconomie parce qu'ils ont des restaurants, ils ont aussi des magasins, donc il y a des petites épiceries, bon c'est des épiceries de fortune, mais donc ils ont un petit système comme ça qui est assez, c'est pas drôle, mais qui est assez, c'est marrant de voir qu'ils ont quand même construit vraiment un système dans cette jungle quoi. D'accord, merci Laurie. Si vous êtes encore indécis pour la destination de vos vacances, Marie Lemaire et Charlotte Benoît se sont penchées pour vous sur la question. Bonjour les filles. Bonjour Azaria. Bonjour Azaria. Alors, dites-nous tout. Alors, en fait, la période de Noël, c'est une période donc de famille, forcément. On a quand même de plus en plus de gens qui décident de partir à la montagne, faire Noël en famille à la montagne ou même le Nouvel An. Et du coup, j'ai fait une petite sélection de trois idées, 3 destinations avec un site en fait en commun au niveau des prix. Donc en fait, j'ai choisi le site travelski.com. En fait, il permet donc de choisir une station, le type d'hébergement, et il propose différentes formules également. On peut seulement choisir l'hébergement, donc le studio, l'appartement, l'hôtel, etc. On peut également rajouter le ski pass, on peut également rajouter le matériel, mais aussi le repas. Enfin, voilà, on a différentes formules qui sont proposées et donc différents prix. Alors pour Noël, du coup,
j'ai décidé donc de vous parler des Ménuires parce que c'est une station assez phare quand même par rapport à cette fête. Et en fait, les Ménuires débutent leur festivité le 21 décembre avec une séance photo avec les lutins du Père Noël et également une remise des lettres pour le Père Noël. Et à partir de là, tout au long de la semaine, on va avoir différentes animations, on va avoir des spectacles, des séances photos, on va avoir la traditionnelle descente de flambeaux, également les feux d'artifice, enfin on va avoir un peu la totale. Et sur travelski.com, on a une formule pour 4 personnes par studio. On a un prix à 380 € par personne et ça comprend en fait la formule donc, de l'hébergement, du ski pass et du matériel. Après, pour le Nouvel An, j'ai sélectionné la station de Tignes. Tignes qui est très réputée pour faire la fête. Et chaque année, Tignes organise donc, sa soirée du Nouvel An qui s'appelle Fire Mix Party. Là, il y aura le DJ Joachim Garraud qui sera présent. Et pareil, avec le site de Travelski, on peut partir à partir de 479 € par personne. Également pour la formule, donc l'hébergement ski pass et matériel de ski, toujours dans un studio de 4 personnes. Et enfin, pour ceux qui ne veulent pas partir pendant ces périodes-là parce que le budget n'y est pas ou parce qu'on préfère rester en famille chez nous, vous pouvez quand même partir en dehors des vacances scolaires. Les prix sont en plus moins chers. Par exemple, on peut partir du 2 au 9 janvier 2016, pour vous donner une date. Et là, on a toutes sortes de formules proposées sur le site de Travelski à partir de 280 € par personne. Alors bien sûr, ça dépend donc de la station, ça dépend encore une fois de la période. Là, j'ai mis du 2 au 9 janvier. Mais ça reste tout de même un bon plan parce que non seulement c'est moins cher et en plus on a moins de monde dans les stations, donc on a des pistes pour nous. Voilà. Alors, comme le disait Charlotte, difficile de déloger l'indétrônable ski des vacances de Noël. Attention, difficile, mais pas impossible, car les fêtes de fin d'année en famille ou entre amis signifient forcément trouver une destination capable de plaire à tout le monde. Alors, j'ai déniché 3 destinations de rêve, au soleil cette fois, capables de ravir petits et grands. Tout d'abord, les îles Canaries. Alors, c'est la nouvelle destination phare des Lillois, notamment depuis l'ouverture de la ligne aérienne Léquin-Las Palmas, qui est donc située sur l'île de Grande Canaria. Après tout, quoi de plus agréable que se dorer la pilule en savourant des tapas, alors que le reste de la famille a enfilé une couverture chauffante au-dessus du polaire pour pouvoir savourer tranquillement la dinde. Pour résumer, far niente, ne rien faire. Parce que ce n'est pas comme s'il y avait autre chose justement à faire sur cette île, même s'il y a des paysages absolument fabuleux, le tour en est rapidement fait. Seconde destination, la République dominicaine. Moins abordable certes, mais un paradis pour décompresser en famille. Entre les expéditions sur l'île le jour et les beach parties le soir, les pieds dans le sable, ces vacances s'avèrent inoubliables. Les plus âgés comme les plus jeunes peuvent s'amuser ensemble, catamaran, surf, visite de grottes marines, plongée. Évidemment, on ne peut pas quitter l'île sans avoir dégusté les 3 types de rhum. Même si les habitants en consomment de manière déraisonnable, il est toujours possible d'en profiter avec modération. Et enfin, j'ai réservé le meilleur pour la fin avec Hawaï. Car même si cet archipel américain du Pacifique est surtout connu pour ses vagues, sachez qu'il est possible de surfer sur les pentes enneigées d'un volcan, un volcan éteint depuis le XVIIe siècle qui s'appelle le Mauna Kea. Il s'agit de l'une des plus hautes montagnes de l'île principale d'Hawaï qui atteint les 4205 mètres d'altitude tout de même. Finalement, c'est un peu comme le Mont Blanc, température similaire, sauf que cette fois, à vos pieds. Vous aurez le plaisir de vous délecter d'un paysage paradisiaque entre les cocotiers et l'eau turquoise. Merci pour cette chronique, Marie et Charlotte. Maintenant, plongeons dans l'univers du cosmos pour cette fin d'année avec le jeu vidéo Dofus. Laurie Auchou, Vinanodin et moi-même, nous sommes rendus sur le terrain. À l'occasion de son premier long métrage, Dofus, le jeu d'aventure en ligne, a installé son village dans le centre de la ville de Lille. Nous sommes actuellement sur la grande place de Lille, au pied de la Grande Roue. Derrière moi se trouve le village de Dofus qui a ouvert ses portes le 21 novembre dernier. Pour la sortie du film le 3 février prochain, le studio Ankama ouvre les portes du Cosmos, l'univers de Dofus. Si on a créé ce village Dofus, effectivement, dans le cadre du film qui sort le 3 février au cinéma, le but c'était de faire rayonner ce film sur la région. Ankama, c'est une entreprise qui est située à Roubaix et tout le film a été produit 100% dans le Nord, que ce soit de la musique, au scénario, tout a été fait ici. Donc ça nous semblait normal de faire un événement de taille dans le Nord pour promouvoir le film. Et on a décidé de s'en servir en même temps pour promouvoir tout notre univers. C'est pour ça que l'événement dure 6 semaines
Et chaque semaine, on montre nos différents produits. On va avoir nos livres, nos jeux vidéo, nos jeux mobiles, la série animée avec le film aussi. Enfin, le but, c'était vraiment de montrer aux gens ce que c'est qu'Ankama, ce que c'est que le Cosmos, qui est l'univers créé par Ankama. Ce qu'il y a dans les bâtiments ici, ça change chaque semaine pour s'adapter à notre thème. Cette semaine, c'est le thème édition. Du coup, on va montrer tout ce qui a un rapport avec nos livres. Donc pour cette semaine, on a nos auteurs en dédicace qui permettent de repartir avec une dédicace sur les livres. On a aussi l'application, le roman Dofus. On a sorti un roman dont vous êtes le héros qui en est déjà à son 3e tome. Et là, on a décidé de le sortir également en application mobile, donc pour le 1er tome. Allons faire un petit tour dans la zone fan. Avoir du fun! En fait, cette zone, c'est un endroit où les gens peuvent venir un peu se reposer en dehors du tumulte d'en bas, quoi. Donc on est situé à l'étage, donc on peut ici se reposer, lire un livre. Il y a des paper toys pour les enfants, des coloriages. C'est un endroit où on peut découvrir aussi les auteurs qui sont en dédicace pendant la semaine de l'édition. L'espace dédicace, qui se trouve dans la zone découverte, accueille 3 illustrateurs, dont Tot, le créateur de Dofus. Ils offrent des petites dédicaces très personnalisées pour leurs fans. Nous sommes dans la zone découverte, en compagnie de Tot, créateur des studios Ankama, et aussi créateur de Dofus. On aimerait savoir pourquoi avoir attendu plus de dizaine d'années avant de créer un premier long métrage, sachant que ça fait longtemps que Dofus existe maintenant. En fait, là, il y a plusieurs réponses. C'est que la première, ça coûte très cher de créer un long métrage. Et quand on a créé le studio d'animation, on a préféré s'entraîner à faire de la série télé. C'était pas plus simple, mais en tout cas, c'est un bon apprentissage. Et une fois qu'on a senti que, tant en termes d'écriture, de design, d'animation et de conception de décor, on a senti qu'on était un peu dans le coup, et surtout que l'univers plaisait, on s'est senti prêt à travailler sur un long métrage et à sortir un projet pour le cinéma. Donc si je résume un petit peu l'histoire, en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit tranquillement avec son papy dans son magasin, dans sa brocante. Et puis du jour au lendemain, on apprend que grosso modo, il y a une sorcière qui déboule sur la ville et qui, sans révélation, sans spoiler, je vais avoir du mal, mais qui a un lien avec ce petit garçon. En attendant la sortie du film le 3 février prochain, vous pouvez toujours venir visiter le village de Dofus, ouvert jusqu'au 3 janvier. Bonjour Laurie. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que c'est que Dofus ? Alors en fait, Dofus, c'est une période du Cosmos. Donc comme elle a expliqué la jeune fille qui travaille pour les studios Ankama, en fait c'est un moment dans le temps. Donc Dofus, c'est une période donnée dans le Cosmos. Et par exemple, il y a Wakfu, un autre dessin animé des studios Ankama qui est beaucoup plus tard dans la chronologie du Cosmos en fait. Donc c'est ça. D'accord. Et est-il possible de regarder le film en avant-première ? Alors oui, il y a des avant-premières, mais c'est pas officiel, mais en fait, à partir du 9 janvier, il y aura des avant-premières. Il faudra juste se pointer au cinéma et espérer avoir une place. Très bien, je vois que vous n'êtes pas venus les mains vides. Qu'est-ce que c'est ? Alors je voulais montrer cette petite dédicace qu'on avait eue de Mig, qui est l'un des dessinateurs des studios Ankama. Et donc Mig, qui est l'auteur aussi de Ogrest, l'un des mangas des studios Ankama. Voilà. Merci Laurie. Je laisse maintenant la place à Juliette Gunther et Camille Tombré qui nous ont concocté un petit agenda sur les idées sorties. Bonjour Juliette, bonjour Camille. Bonjour Azaria. Donc cet agenda est désormais hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler sorties, expositions, Noël, tout un programme pour vous occuper ce week-end. Mais on commence avec une sélection de 3 films sortis cette semaine. Le premier, c'est un film italien nommé 8 fois au Festival de Cannes 2015, Mia Madre, un film de Nanni Moretti. C'est l'histoire d'une réalisatrice en plein tournage qui doit gérer à la fois vie professionnelle et vie privée, sa mère étant très malade. Un film inspiré de la vie du réalisateur, Nanni Moretti a en effet perdu sa mère lors de son précédent tournage. C'est pour ça qu'il a souhaité en fait peindre le portrait de l'emblématique Mama italienne. On regarde un extrait.
pasta, pomodoro e basilico, però oggi pasta corta. Perché l'altra sera i tagliolini erano un po' incollati. Chi è Margherita? Sì, io sono Olivia, la figlia. Poverina. Evviva la regista! Ma non dovevo fare il classico. Lo faccio fare questo latino, a che serve? Mantenere questo equilibrio diventa sempre più difficile. Siete voi che dovete valutare, non lo so, se prepararla. Fai qualcosa di nuovo, di diverso. Rompi almeno un tuo schema. 1 su 200. Chi era quella ragazza? Perché fa così? Perché fa così che stiamo andando dritti? In un rettilineo fa così. Non è un film triste, è un film pieno di energia e di speranze. Sì? Alors on continue avec un documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et ils sont 4 et sont partis à la rencontre de pionniers qui réinventent l'écologie à travers 10 pays. Un film positif qui fait du bien en pleine période de la COP21 avec le réchauffement climatique. Donc regardez un extrait. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On termine les sorties de la semaine avec un dessin animé, et oui, il en faut pour tous les goûts. Donc c'est un film d'animation réalisé par Roger Allers, qui est le réalisateur du Roi Lion. Donc cette fois, c'est l'histoire d'une petite fille prénommée Almitra qui rencontre un prisonnier politique qui s'appelle Mustapha. Donc de là naît une amitié qui devient spirituelle entre les deux personnages. Et on se demande si finalement Almitra va réussir à sauver Mustapha. Un moment à passer en famille, empreint de poésie, on regarde. Almitra! Hey, petite! Reviens tout de suite! Petite sauvage! Elle est tout bonnement incontrôlable. Ai-je entendu une souris? Tu as un nom? Dans cette maison, je suis leur prisonnier depuis 7 ans maintenant. C'est une très grande menace. Un dangereux criminel. Mon crime? La poésie. Rien de moins qu'un appel à la rébellion. On continue cet agenda culturel avec 2 expositions. Alors la première, elle porte sur Marc Chagall. Elle s'intitule Les sources de la musique, un thème qui a fortement inspiré le peintre dans toute son œuvre. Alors c'est une exposition qui est pensée comme le 3e volet en hommage à l'artiste de la part du musée de la piscine à Roubaix. Donc c'est une exposition qui vaut le détour aussi bien pour son contenu que pour le lieu qui l'abrite. C'est emblématique. Donc à découvrir jusqu'au 31 janvier 2016 à la piscine à Roubaix. Et pour la seconde exposition, donc, on vous propose un endroit plus intimiste. Ça se passe à la Maison de la Photographie à Lille et les lauréats en fait, du prix HSBC 2015, Mia Flore et Guillaume Martial, exposent leurs clichés. Donc avis aux amateurs d'art contemporain, la Maison de la Photo vous accueille le jeudi et vendredi entre 10h et 18h, mais aussi le week-end de 14h à 18h. Donc c'est à découvrir jusqu'au 30 décembre. Et côté sortie, donc pour les plus téméraires, accro au rire, partez voir Laura Lone au Spotlight rue Gambetta à Lille ce soir à 21h30. Son spectacle s'intitule Le diable est une gentille petite fille, produit et coécrit par Jérémy Ferrari. Dans un humour noir, décapant et incisif, elle décrit les joies de la maternité. Donc on ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir. Et donc, si vous avez prévu de faire du shopping ce week-end, vos cadeaux de Noël, etc., n'oubliez pas que tous les magasins sont désormais ouverts le dimanche. Donc, plus besoin de se marcher tous dessus le samedi, on peut le faire aussi tout le week-end. Au passage, on peut aussi en profiter pour tester la Grande Roue Grand Place ou encore visiter le village d'Offus dont on parlait juste avant avec Laurie. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien n'oubliez pas notre patrimoine local avec cette année le concours Miss France 2016 qui aura lieu au Zénith de Lille le 19 décembre. Donc la billetterie est ouverte aujourd'hui, dès ce midi. Dépêchez-vous parce que l'année dernière, les places s'étaient vendues en moins de 5 minutes pour l'élection de Camille Serre.
Merci pour cet agenda complet. C'est la fin de ce T'as vu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver cette édition sur la page Facebook du Master Journalisme de la FLSH. Bonne journée et bon week-end.